avec mon ami Fox, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est l'hypnose. Et pour cela, Laurence d'Hypnotactique va nous expliquer ce qu'est un état d'hypnose. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, un état d'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Pour comprendre cela, il faut savoir différencier la partie consciente de votre cerveau et la partie inconsciente. La partie consciente, c'est celle que vous connaissez bien depuis tout petit parce qu'on nous l'apprend bien en Occident. C'est tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, l'analyse. À chaque fois que vous allez réfléchir pour faire quelque chose, c'est votre partie consciente qui est en action. Et puis tout le reste, qu'on va englober sous le nom de l'inconscient, c'est justement tout ce que vous faites sans réfléchir. C'est votre pilotage automatique à vous. Dans cet inconscient, il y a des milliards et des milliards de choses, des pensées, des croyances, des comportements. Quand vous vous dirigez vers une porte, par exemple, vous savez qu'il faut actionner la poignée pour rentrer ou pour sortir, vous ne réfléchissez même pas. Voilà un exemple de vos apprentissages inconscients. Et puis dans cet inconscient, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du ressenti et des émotions. Par exemple, quand vous éclatez de rire, vous ne calculez pas, vous ne dites pas tiens, je vais éclater de rire dans 10 secondes. Et puis dans cet inconscient, il y a aussi tout ce qui est du domaine de la créativité et de l'imagination. Et quand vous êtes en hypnose, votre partie consciente, elle est en veille. Et la personne qui vous guide sous hypnose, elle s'adresse à votre partie inconsciente. Et comment fait-il l'hypnotiseur pour faire en sorte que la personne hypnotisée mette son conscient en veille? Pour cela, il y a différentes techniques qui s'apprennent. Le but, c'est de faire en sorte que la personne, justement, lâche son côté analyse, réflexion, logique. En hypnose de rue et en hypnose spectacle, ce sont des méthodes spectaculaires qui sont employées. Le but, c'est d'impressionner, voire de faire peur. En thérapie, on s'adapte à la personne. On peut par exemple rentrer en hypnose tout en douceur. Et puis, en thérapie, on utilise l'hypnose comme un outil pour accompagner la personne pour aller vers un changement, vers un objectif qu'elle aura défini au préalable avec le ou la thérapeute. Mais alors, Laurence, quand on est hypnotisé, est-ce qu'on dort? Et qu'est-ce qui se passe alors réellement pour la personne hypnotisée? Non, on ne dort pas en hypnose. C'est une sorte d'état second. Quand vous êtes en hypnose, l'hypnose fait appel à vos 5 sens. Donc il y a le sens visuel, le sens auditif, le sens olfactif, le sens gustatif et puis le sens kinesthésique de l'ordre du toucher et du ressenti. En thérapie, la plupart du temps en hypnose, vous aurez les yeux fermés. Et vous allez avoir des représentations mentales en fonction des suggestions que la personne qui vous guide vous fait. Par exemple, si vous aimez les bords de mer et que la personne qui vous guide évoque tout cela, alors vous allez peut-être ressentir la chaleur du soleil sur votre peau, peut-être entendre le bruit des vagues et admirer les superbes couleurs d'un soleil couchant. Et avec Fox, on se demandait à quoi ça sert de vivre ces perceptions, ce rêve semi-éveillé sous hypnose? Alors, il faut intégrer qu'à chaque nouveau comportement que votre inconscient enregistre dans votre pilotage automatique, à chaque fois, il y associe une intention positive, c'est-à-dire une envie de bien faire, la réponse à un besoin particulier, peut-être même plusieurs. Prenons un exemple, une étudiante qui se met à fumer le soir dans sa chambre d'étudiante. Alors à la première cigarette, peut-être que son corps va être en rejet, elle peut tousser, trouver ça pas bon. Et puis si elle recommence tous les soirs au moment où elle s'ennuie, où elle se sent seule, alors son inconscient va se dire « tiens, visiblement c'est bon pour elle ». Et ça répond en plus à sa solitude. Et à chaque fois qu'elle va se sentir seule, qu'elle va ressentir de l'ennui, alors son inconscient va déclencher le besoin de la cigarette, l'envie de fumer, en pensant bien faire. Et je souligne le en pensant bien faire.
Ce qui fait que tous les fumeurs, toutes les parties conscientes des fumeurs savent que c'est pas bien de fumer. C'est pas bon pour la santé, ça coûte cher, la liste est longue comme ça. Sauf que dans leur inconscient, quelque chose a été enregistré, la réponse à un besoin ou peut-être plusieurs. Et ces choses-là sont plus importantes. Jusqu'au jour où ils vont peut-être faire de l'hypnose. Alors, si je reçois cette étudiante dans mon cabinet, je vais alors suggérer sous hypnose à sa partie inconsciente de savoir gérer la solitude autrement, avec ses propres ressources internes évidemment, et sans générer d'autres dépendances. Ah d'accord. Ça veut dire que notre inconscient absorbe tout ce que l'hypnotiseur peut lui suggérer? Ça peut être pratique, mais un peu flippant, non? Non, c'est l'inconscient qui reste décideur. Un hypnotiseur, quel qu'il soit, ne peut pas décider n'importe comment de modifier un comportement, une croyance ou une pensée chez l'autre. C'est comme s'il posait tout sur la table, en fait, il fait des suggestions. Et la personne, le sujet, va prendre ce qui lui correspond le plus, ce qui correspond à ses besoins, à ses valeurs. D'ailleurs, le sujet lui-même va être aussi générateur de solutions et va même créer des solutions internes qui n'auront pas été forcément suggérées par l'hypnotiseur. On pourrait imaginer dans un certain type d'hypnose de rue ou de spectacle, si jamais l'hypnotiseur suggérait des choses contraires aux valeurs du sujet, alors le sujet peut même sortir de l'état d'hypnose. C'est plutôt rassurant. En résumé, c'est comme si l'objectif était de gravir une montagne, alors certes, l'hypnotiseur va proposer plusieurs façons de le faire, mais le sujet reste décideur, c'est lui qui va choisir le chemin, la façon de monter, et peut-être il va même choisir de prendre le temps de sentir les fleurs, d'écouter le chant du rossignol, ou de faire une pause par-ci par-là dans l'herbe. Ok, on commence à y voir plus clair. Et si jamais j'ai envie d'essayer des séances d'hypnose pour arriver à diminuer mon stress face aux examens? Oh là là, que je sois devant ma feuille ou alors au volant pour passer le permis, je perds tous mes moyens, c'est la panique. Est-ce que l'hypnose pourrait m'aider? Oui, on peut travailler ensemble pour réajuster tes perceptions subjectives, tes ressentis. Il se peut par exemple que les peurs soient liées à des ancrages d'avant. Un ancrage, c'est un enregistrement dans ton inconscient, une mémoire sensorielle. Par exemple, liée à la voiture et à la peur d'être en voiture, il se peut que quand tu étais enfant, tu aies eu peur, par exemple, quand un moment avec tes parents, tes grands-parents ou quelqu'un d'autre en voiture. Il se peut que tu aies enregistré une peur et qu'à chaque fois que tu remontes en voiture, eh bien cette peur se régénère toute seule. Sans doute pour te protéger, mais cela n'empêche qu'elle peut être un vrai blocage, par exemple, pour passer le permis. Alors ensemble, on peut travailler pour retourner dans ces moments-là et en donner une autre perception. C'est comme si tu pouvais rendre les images du passé plus floues ou en donner de la distance ou modifier les couleurs. Et c'est exactement la même chose pour n'importe quel type d'examen. On peut aussi travailler de façon plus précise pour installer de la sérénité et de la confiance en soi et pour l'enregistrer, pour faire en sorte qu'elle soit disponible, que tout cela soit disponible au moment des examens. Ah oui, j'aimerais bien. Et tante Suzanne qui ne met plus un pied dehors parce qu'elle a la phobie des pigeons, elle pourrait changer ça aussi grâce à l'hypnose. Et mon frangin qui a des moments de fringale dans la journée qui sont plus forts que lui. Il aimerait bien arrêter toutes ses compulsions, mais il n'y arrive pas tout seul. Il pourrait aussi travailler sur ça en hypnose.
Bien sûr, à chaque fois, pour travailler sur un objectif, il faut se poser un certain nombre de questions. D'abord, il faut se poser la question si l'objectif appartient bien à la personne elle-même, c'est-à-dire si la personne a les capacités de changer. Par exemple, si une dame vient pour changer son mari manipulateur, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il faut se poser la question, essayer de faire en sorte que l'objectif soit précis, c'est-à-dire que si quelqu'un vient en disant moi je voudrais avoir plus de confiance en moi dans ma vie, ok, très bien, mais c'est très large, très vague. Alors on va travailler ensemble pour savoir à quel moment la personne a besoin de plus de confiance, quel instant précis. Et puis il faut aussi se demander si cet objectif-là, pour la personne, une fois qu'il sera atteint, s'il est bénéfique, s'il a des apports bénéfiques pour la personne. On appelle ça l'écologie. Enfin, parfois, on a besoin d'associer des ressources qui existent chez la personne dans un autre domaine. Alors, on va les associer à un comportement souhaité qui en a besoin. Et une dernière question avant les prochaines vidéos. Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose ? Ah oui, cette question revient très souvent. Alors on dit que toutes les personnes peuvent connaître l'état de transe et l'état d'hypnose parce que c'est un état naturel. Ensuite, ce qui diffère d'une personne à une autre, c'est le temps que va mettre la personne justement pour laisser de côté sa partie consciente, son analyse, etc. Ce qui peut changer aussi, c'est la profondeur de l'état d'hypnose d'une personne à une autre. En thérapie, on n'attache pas vraiment d'importance à cela. Déjà, si la personne a pris rendez-vous, c'est qu'elle est OK avec la démarche et à connaître cette expérience qui est une expérience agréable. Ensuite, on peut aussi utiliser d'autres outils empruntés à la PNL, à l'EFT, travailler sur des connexions, des reconnexions cérébrales avec des stimulations oculaires et des stimulations bilatérales. Ok, c'est noté. C'est vraiment plus clair pour nous. Et ça donne envie d'aller essayer. Je me dis que nous n'avons vraiment rien à perdre, mais tout à gagner. Alors, chers amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec Laurence d'Hypnotactique par email à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Fox et moi, on vous dit à bientôt. Bye bye et à bientôt. Alors, chers internautes, je vous encourage juste, si vous avez des questions personnelles, utilisez mon email. Et puis, si vous avez des questions d'ordre général sur cette vidéo ou quoi que ce soit, alors utilisez les commentaires en dessous de la vidéo, évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et on se dit à bientôt.